Et donc, je vais donner aujourd'hui le titre du web journal Les Révélateurs. Je disais, bon, la dernière croisade, parce que je pense que c'est quelque chose comme ça. Les gens vont dire, ah, Cossette, il adule Trump, etc. Non, non, j'utilise des images percutantes pour faire comprendre un certain nombre de choses, mais c'est vrai que quand on écoute le discours, par exemple, de RFK, de JFK jusqu'à Trump et la prise de contrôle de l'Occident par le mouvement révolutionnaire mondial qui a été extrait du communisme, le trotskisme, l'infiltration des institutions, etc., on est en train de sauver ce que Trump est en train de faire à la suite de JFK, c'est de sauver finalement l'Occident. Et donc, ça s'inscrit dans une succession de trucs similaires. Et c'est pour ça que on va avoir une vision synoptique, on va donner une perspective historique à ça. Et ce web journal-ci est aussi un plaidoyer pour la fermeté, c'est-à-dire qu'on est à un moment critique et comme à tous les moments critiques de l'histoire, que ce soit la bataille de Thermopyle, que ce soit la bataille de Tours, que ce soit la bataille de Vienne, etc., on est à un moment critique de l'histoire où il faut être ferme, il faut arrêter de... Et c'est toute la stratégie de placer l'auditoire ou l'électorat devant le précipice. Rappelez-vous cette idée de placer devant le précipice parce que les gens sont passifs, sont amorphes, sont anesthésiés par la télévision, la porno, les jeux vidéo, l'alcool, le cannabis, un certain nombre. Ils ont du divertissement, ils ont du pain et des jeux et se rendent pas compte, comme la grenouille là, dans la poêle, ils se rendent pas compte que la température est rendue extrême et donc qu'il faut, c'est pour ça que ça prenait un Joe Biden et pour beaucoup d'autres raisons aussi, il faut que les gens se rendent compte de l'urgence de la situation et que les gens commencent à se mobiliser, prennent les moyens, etc. Et c'est ça, hein, j'ai retweeté ça ici. C'est pour ça que je montre Trump un peu comme un croisé, parce que c'est ça qu'il fait. Et j'ai republié sur Facebook et d'autres des images de Saint-Michel qui ne négocie pas, qui ne discute pas avec le diable, qui le pourfend. Parce qu'on est rendu là, on est rendu comme à un seuil critique où on est en train de... On est sur le point de perdre la civilisation occidentale. Ce qu'ils disent, en fait, ce qu'ils expliquaient en 2020, c'est qu'on est sur le point de perdre les États-Unis. Et si on perd les États-Unis, on perd le reste de l'Occident, parce que regardez ce qui se passe en Europe et au Canada. Et si on perd tout l'Occident, c'est le monde entier qui tombe. Et donc, c'est comme ces grandes batailles historiques où si on met pas l'épaule à la roue, si on se mobilise pas, si on reste neutre et dans l'attitude d'un spectateur ou les débats sans fin, eh bien, on ne se rend pas compte de l'urgence de la situation et on ne participe pas au fait de changer les choses. C'est ce que j'expliquais un petit peu en toute franchise avec Amélie Paul, c'est-à-dire que tu sais, quand on pense qu'ils sont tous pareils ou ce genre de rhétorique, finalement, on perd notre pouvoir parce que on cède aux autres notre pouvoir politique, on ne s'intéresse pas à la politique, on se démobilise, ils sont tous pareils et finalement, les mondialistes peuvent continuer leurs opérations et transformer nos enfants, nous contrôler notre... la quantité d'énergie qu'on utilise, etc., 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 et nous enfermer dans un système de surveillance et de protection, de contrôle social, etc. Donc, il faut se rendre compte de l'époque historique dans laquelle on est et être ferme. Quand je dis ferme, regardez ici, par exemple, ce que Trump dit lorsqu'il parle des cartels vénézuéliens. Un des journalistes lui dit « Pourquoi vous ne faites pas une déclaration de guerre aux cartels vénézuéliens ou au Venezuela, etc. » Il dit « Ça ne sert à rien, on va juste les tuer. On va les tuer et on va défendre nos frontières. » Je vous montre ça. Et des personnes s'offusquent en disant « Ah, il est cru. » Non, non, on est rendu à ce moment-ci, on est rendu à ce point-là où est-ce qu'il faut prendre des actions fortes et il va se passer des choses. Par exemple, aux États-Unis, il y a des actions fortes qui vont être prises. Il va falloir comprendre qu'elles sont nécessaires, ces actions fortes-là. Et on n'est plus à l'époque, on n'est plus dans une situation où les débats sont pertinents. On n'est plus dans une situation où est-ce qu'on discute avec les mondialistes ou la gauche radicale. Il faut agir et de façon forte. And briefed them on the of that process. Why not just ask for a declaration of war?
Well, I don't think we're going to necessarily ask for a declaration of war. I think we're just going to kill people that are bringing drugs into our country. Okay? We're going to kill them. You know, they're going to be like dead. Okay? They're going to be like dead. Là, des gens s'offusquent. Rappelez-vous comment, lorsque j'ai tweeté sur Alligator Alcatraz, les gens se sont offusqués, etc. Il y a des gens qui sont extrêmement mous, extrêmement passifs, et les mondialistes utilisent ça. Ça fait plusieurs fois que j'en parle. Regardez ici Jimmy Kimmel sur l'immigration qui est utilisée pour nous détruire, notamment à travers des stratégies Cloward and Piven, de surcharge des programmes sociaux et tout ça. Et Jimmy Kimmel qui tente de faire honte aux chrétiens, shame Christians, ça veut dire qu'il n'essaie pas de faire honte aux chrétiens, il essaie de faire en sorte que les chrétiens se sentent mal. Donc, tente de faire honte aux chrétiens à propos de l'application de la loi sur l'immigration par Trump. Dans le genre, des restrictions aux frontières, quand les gens sont des réfugiés, on devrait tous les accepter, on devrait, et c'est pas très chrétien de refuser de fermer les frontières, etc. Et donc, on va regarder une couple de situations historiques où les chrétiens ont été très durs. Hein? Et il y a aussi d'autres exemples historiques où lorsqu'on a j'aurais dû avoir la carte ici, là, mais lorsque des leaders ont été mous, ça a conduit à la fin de l'État, de la politique, de l'Empire, etc. Par exemple, je ne me rappelle plus c'est sous quel empereur romain, je pense que c'est vers la fin de l'Empire. Hein, c'est probablement le dernier ou l'avant-dernier empereur romain. J'aurais dû avoir la carte, là, c'est qu'il y avait les tribus, les Goths étaient en train de... Je pense que c'est les Goths qui... se faisaient pourchasser par d'autres tribus derrière elles et se faisaient chasser de leurs terres par d'autres tribus derrière elles en Europe de l'Est, ça je devrais dire ici, là, en Europe de l'Est. Et on demandait à l'Empire romain le statut de réfugié. Et l'empereur de l'époque a accepté qu'ils traversent, je pense que c'était le Danube, à condition qu'ils laissent leurs armes. Et ils ont apparemment laissé leurs armes et ils ont été acceptés. Des centaines de milliers ont traversé, je pense que c'était le Danube. Ouais, c'était le Danube. Et ont traversé du côté romain. Et une génération plus tard, ils avaient repris les armes et c'est eux qui ont saccagé l'Empire romain. Vous voyez? Et donc, des fois, avoir une bonne pensée, être mou, être compatissant, ça engendre la ruine. Et il y a des fois où est-ce qu'il faut être dur, comme Trump, là, qui est dur. Il dit, on va les tuer, on va tirer sur les bateaux, on va les tuer, etc. Et il faut comprendre ça. Il faut sortir de notre passivité puis comprendre que des actions dures sont nécessaires à ce moment-ci pour battre le clan mondialiste. C'est ce que j'essaie d'expliquer donc dans ce web journal-ci. Regardons des exemples. Là, je dis que c'est la dernière croisade, mais il y en a eu plusieurs. Pensons juste à la bataille des Thermopyles, à moins 480 avant Jésus-Christ. Léonidas qui a empêché l'armée de Xerxès de prendre le contrôle de la Grèce. Ça aurait été finalement, on aurait perdu l'Occident parce qu'elle ne se serait pas arrêtée en Grèce. Hein, une armée de plusieurs centaines de milliers de personnes, la plus grosse armée jamais rassemblée à l'époque, et elle déferlait sur la Grèce. Et ils ont finalement, c'est ça, ils ont été durs, ils ont dit non, ils ont refusé toutes les conditions de Xerxès et they took a stand, comme on dit, hein, se sont battus jusqu'au dernier. Au lieu de plier. Et donc, Léonidas, on peut dire que ça a été un premier exemple d'un leader qui sauve l'Occident. On va arriver à Trump, là, un leader qui sauve l'Occident. Ce n'est pas un sauveur, là, tu sais, c'est Jésus-Christ notre sauveur, on comprend, mais sur le terrain, des fois, il y a des forces armées, des gens qui essaient de détruire la civilisation occidentale, puis il y a des leaders historiques qui se lèvent et puis qui empêchent cette destruction de la civilisation occidentale. Puis Trump, c'est le dernier dans une lignée comme ça. L'autre, la bataille de Poitiers en 732 après Jésus-Christ, Charles Martel, alors que l'islam se rend jusque dans le milieu de la France, jusqu'à Poitiers. L'islam qui avait pris le contrôle de l'ensemble de l'Afrique du Nord, les Maures là, à l'époque, l'ensemble de l'Afrique du Nord qui avait conquis l'Espagne et qui s'était rendu en France, vous le voyez ici en vert. Les Francs les ont attendus, se sont pas battus, ont attendu le bon moment. Et Charles Martel, Charles dit avec le marteau, là, Martel, les a attendus à la bataille de Poitiers et les a écrasés. Ils ont finalement été repoussés jusqu'en Espagne. Et après ça, il y a eu une reconquête en Espagne. Et donc,
il faut comprendre encore une fois qu'il y a des instances comme ça où est-ce que la discussion ne sert à rien et puis la gentillesse non plus ne sert à rien parce que le camp d'en face n'écoute pas. On est présentement avec les communistes, l'infiltration des institutions, tout ça, on est dans une guerre de l'information, mais il faut être intransigeant. Et donc ça ici, il a été présenté comme le sauveur de la chrétienté, le sauveur de l'Occident, parce que s'ils avaient perdu la bataille de Poitiers, on parlerait probablement déjà tous arabes. Même chose avec Jean III Sobieski en la bataille de Vienne en 1683. Encore une fois, ça c'est de l'autre côté. L'Empire ottoman avait conquis une partie de l'Europe et de l'Afrique du Nord et s'était rendu jusqu'à Vienne. Et la ville était, je sais pas, c'est un siège qui a duré plusieurs années. Et la ville était ravagée par la famine, la maladie, etc. Les forces étaient épuisées. Et finalement, le protecteur de Pologne, je pense qu'il y a un titre particulier, là, il y a le gouverneur ou protecteur de Pologne, Jean III Sobieski, avec ses hussards ailés, ils avaient des espèces de trucs avec des plumes, sont arrivés par surprise et ont fondu sur le camp des troupes ottomanes qui assiégeaient Vienne et les ont complètement détruits. Encore une fois, c'était inespéré et les gens y ont vu encore une fois un miracle. C'est des miracles et l'Occident a été sauvé à ce moment-là par le roi ou le gouverneur de Pologne, Jean III Sobieski. Et ça, ce sont des événements marquants où est-ce que l'Occident a failli tomber. Et il y a eu un moment similaire à ça, et j'essaie de donner une vision d'ensemble parce qu'on est dans ce genre de moment extrêmement périlleux pour la civilisation occidentale, où est-ce qu'on est, tu sais, avec le wokisme, c'est rien. Le wokisme, c'est un des aspects de la subversion de la civilisation occidentale. C'est seulement un des aspects, le wokisme. Il y a, tu sais, avec l'immigration de masse, on en a parlé dans le web journal Endgame. Dans Endgame, on expliquait de quelle façon ils essaient de détruire la société civile pour arriver à une technocratie militaire. Mais ce mouvement d'infiltration des institutions date depuis au moins un siècle. Et le péril pour la civilisation occidentale est aussi grand parce qu'on était sur le point de perdre la civilisation occidentale. Si Trump ne rentrait pas en 2016, on perdait la civilisation occidentale. Ils avaient tous leurs pions en place, du pape jusqu'à tous les leaders. Justin Trudeau, c'était Merkel à l'époque. Tous contrôlés, tous mondialistes. Ils avaient un plan de 16 ans, de 16-year plan. Et on était sur le point de perdre la civilisation occidentale. Trump est arrivé comme Jean III Sobieski à la 11e heure. Et depuis ce temps-là, on est en train de reconquérir nos institutions. Et c'est ça que les gens perdent de vue, c'est qu'on est en train de sauver la civilisation occidentale. Regardez aux États-Unis, et les gens, des fois, j'entends sur les réseaux sociaux des gens qui s'offusquent de tweets dans le genre « Ah, il n'aurait pas dû porter la couronne. » Tu sais, je trouve ça offensant. Prends-tu connaissance? Sais-tu dans quel moment de l'histoire est-ce que tu es, au lieu de chialer sur des trucs de pacotille? Je veux dire, prends-tu conscience du moment historique et de la gravité de la situation? Parce que cette fois-là, ça fait un siècle. C'est comme la progression de l'Empire ottoman. Hein, en Europe, il y a eu plusieurs phases, puis ils se sont rendus, ça a pris comme un siècle, l'Empire ottoman, ça a pris un siècle, ils ont pris les Balkans, après ça, c'était la Hongrie, puis ils se sont rendus jusqu'à Vienne, ça a pris un siècle à peu près. Et la situation était critique à Vienne. Et là, c'est la même chose avec l'infiltration communiste, marxiste ou le mouvement révolutionnaire mondial, l'international socialiste. Ça a pris un siècle. Ils ont pris le contrôle de toutes les institutions. Et finalement, la tête émergée de ça, c'était Barack Obama. Tu vois? C'est beaucoup plus facile. C'est plus long, mais c'est beaucoup plus facile de subvertir un peuple de l'intérieur que de l'attaquer de l'extérieur. Ben c'est ça, finalement, le raffinement de l'époque. C'est-à-dire qu'on n'attaque plus. Il y a eu une tentative de faire ça, de répandre la révolution avec des tanks. Ça a été l'Union soviétique qui a et l'Allemagne et les États-Unis ont mis un frein à ça. Ça a commencé, on peut dire que l'infiltration a commencé à partir de 1936 avec la guerre civile espagnole. Où est-ce qu'on essayait de renverser des gouvernements, renverser les gouvernements traditionnalistes, tu vois. Les communistes essayaient de détruire l'Église, etc., etc.
Et on a appelé, en la guerre d'Espagne, on a appelé Franco un fasciste, mais c'est un traditionnaliste. Et donc, n'importe quelle pensée traditionnaliste, tu sais, où est-ce que tu mets la famille au centre, au centre des préoccupations, puis il y a comme, la religion, etc. N'importe quel, c'est appelé du fascisme. La famille elle-même, la structure familiale père, mère, enfant est appelée, le code humaniste, le codex humaniste est appelé du fascisme par ces gens-là. Et donc, on n'a pas réellement à négocier avec ces gens-là. Tu sais, je vais vous montrer Steve Bannon qui explique ça, justement. Et donc, mais ils n'ont pas réussi lors de la Deuxième Guerre mondiale non plus. Ça s'est arrêté, il y a eu une division de l'Europe, etc. Et c'est à ce moment-là, dans les années 30, que les théoriciens de la Révolution, c'est-à-dire l'école de Francfort, j'en ai parlé à quelques reprises, ont été exfiltrés de l'Allemagne, ils sont arrivés aux États-Unis, puis se sont infiltrés dans les institutions d'éducation, etc. Ça a mené à... comment ça s'appelle, Mai 68 en France, piloté par Herbert Marcuse, pour renverser toutes les valeurs traditionnelles, le soi-disant patriarcat, comme si le père n'avait pas une fonction dans la société. On aurait pu corriger des trucs, d'une façon un peu plus lente, un peu plus douce sur la structure familiale. Mais là, ici, c'était pas ça l'objectif. L'objectif, c'était la destruction de la structure familiale. Et à partir du moment où est-ce que tu détruis la structure familiale, tu détruis la société parce que la famille, c'est le noyau de la société. Voilà, je viens de le dire, je suis un fasciste. Et donc, ces révolutionnaires-là ont commencé, à travers le trotskisme, etc., ont commencé à infiltrer les institutions en Occident. Puis, comme je l'ai dit, les universités, puis en contrôlant les universités, ils ont comme produit des étudiants radicaux. Puis là, maintenant, ces étudiants-là radicaux se retrouvent en politique, ils se retrouvent dans les écoles de journalisme, etc. Puis ça nous amène au wokisme, etc. Mais ça vient de l'école de Francfort. Et donc, alors que les ennemis étaient extérieurs lors des dernières tentative de destruction de la civilisation occidentale. Comme l'a dit J.D. Vance dans son discours à Munich, l'ennemi ici est intérieur, comme le dit aussi JFK lors de son allocution à la Galerie de la Presse, comme Trump l'a répété, etc. L'ennemi est intérieur. Et c'est ça qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on est on est à un moment charnière de la civilisation occidentale et c'est pas le temps de ramollir et il faut pas non plus avoir le syndrome du spectateur. Le truc, c'est fight, fight, fight. OK? Et donc, je vous montre un clip de Steve Bannon qui explique justement que le temps de la discussion est terminé avec la gauche radicale. Il faut se mobiliser, prendre le pouvoir, puis faire appliquer des politiques de retour du gros bon sens, se débarrasser des politiques et des politiciens woke. Je vous montre Steve Bannon qui dit « Le temps de la discussion est terminé ». A student of history and has seen what has happened in history to calm things down rather than fuming. Donc, vous êtes un étudiant de l'histoire, vous avez vu, parce qu'aux États-Unis, les gens parlent de guerre civile et tout, parce que, vous voyez ce qui se passe avec l'immigration. Pouvez-vous imaginer qu'il y a comme des dizaines de politiciens, de juges, etc., qui font tout dans leur pouvoir pour conserver l'immigration illégale? On est rendu là, c'est même plus, on pourrait considérer ça comme de la trahison, mais ces gens-là ne considèrent même plus qu'on devrait avoir des frontières. On est rendu à ce niveau-là d'avilissement de la pensée en Occident. On ne défend même plus les frontières, c'est rendu fasciste d'avoir des frontières. Comment on en est rendu là? Ben, on a été extrêmement passifs. Ils nous ont volé nos élections, ils ont pris le contrôle des tribunaux de la Cour suprême, etc. Ils ont modifié complètement notre style de vie, alors que nous autres, on parlait, puis on regardait la télévision. Là, maintenant, c'est le temps de l'action, nous explique Steve Bannon. At all to warn people. Do you think if we calm things down, they're going to stop? What planet are you living on? This is my problem with this whole concept of liberal debate. Donc, Steve Bannon a un problème avec le débat de type libéral. Là, ça ne sert à rien. We're in a revolutionary time. If you don't warn people about it and say, we must go to the ramparts, because if you're just passive and docile and just flick the channel and watch the National Football League. Il dit on doit monter au rempart parce que si vous êtes passif, vous regardez la télévision, vous faites juste changer de poste puis aller à la prochaine partie de football, eh bien, on a perdu notre pays. And go to Taylor Swift concerts, it's over. You need to rally people to say no. It's no longer about debate. You're not going to reason with these people.
on raisonne plus avec ces gens-là. C'est le temps de passer à l'action. Et donc, c'est ça que je pensais juste au fait, comme je disais, je parlais tout à l'heure d'infiltration, tu vois, tout ça, tout ce qui nous impose, en fait, c'est toujours à l'extérieur du cadre démocratique. On élit des gens qui ne nous représentent plus. Je l'ai expliqué à plusieurs reprises. On se fait imposer les objectifs c'est totalement antidémocratique. On se fait imposer les objectifs du développement durable, toutes les mesures du Forum économique mondial, la destruction de l'urbanisme. Hein, on essaie de faire de nous des Ewoks. Je l'ai déjà dit, des Ewoks, c'est-à-dire sans énergie, puis on n'aura même pas le droit de manger de la viande. Nos enfants se font endoctriner dans les écoles et on ne peut même pas les retirer de l'école. Il n'y a aucun débat de la part du camp d'en face. À un moment donné, il faut se tenir debout. Il faut se tenir debout et dire non et prendre action et se mobiliser. Par exemple, à Montréal, il y a une élection, je pense, dans 2 semaines. On tombe en élection. Les 2 candidats favoris, c'est des partis de gauche, c'est le NPD puis le Parti libéral. Luc Rabouin, c'est NPD. L'autre, Soraya, quelque chose, c'est le Parti libéral. Les 2 vont continuer à construire des pistes cyclables. Et donc, où est le candidat du Parti conservateur là-dedans? Où est le candidat de l'Institut économique de Montréal pour ramener on n'en a pas. Et on va se faire imposer. La campagne passe comme à Paris ou comme dans d'autres villes avec la campagne. Les thèmes de la campagne ça va se passer sans qu'on discute, comme la plupart des campagnes électorales, du fond des choses et qu'on puisse faire un choix éclairé. Et finalement, on va continuer à se faire imposer de la merde pendant des années à venir. Donc, vous voyez ici, ça, c'est l'école de Francfort qui a pris le contrôle des institutions en Occident, qui avait une stratégie lente d'infiltration des institutions. C'est ce dont JFK a parlé ici aussi, entre autres, tu sais, quand on parlait de Armies by Day versus Invasion by Night, etc. Je ne vais pas rejouer le clip. J'ai perdu des abonnés la dernière fois que je l'ai fait jouer. William Reich, qui a écrit le livre « La psychologie de masse du fascisme » et qui explique finalement que la structure familiale occidentale, père, mère, etc., c'est le fondement du fascisme. Hein, c'est-à-dire, si on veut détruire le fascisme en Occident, on doit détruire la famille. Et qu'est-ce qu'on voit partout? On voit des entreprises de destruction de la famille, surtout depuis mai 68, depuis... l'infiltration des institutions, mai 68, etc. Je vous montre un clip de Marie-Estelle Dupont qui explique ça très bien. Je l'ai expliqué à plusieurs reprises dans les webjournaux, mais elle, c'est le fun quand ça vient d'une autre personne et d'une spécialiste de la petite enfance. Marie-Estelle Dupont sur la destruction de la figure du père. J'en ai déjà parlé, j'ai parlé de parricide. J'ai parlé de parricide à plusieurs reprises dans la société occidentale. On nous fait croire que l'homme, si vous regardez les films, là, à peu près 99% des figures paternelles dans les films sont des ratés ou des violents. Surtout ce qui vient d'Hollywood, là, c'est absolument... Le gars est toujours en retard pour le concert de sa fille ou fait pas ses paiements ou doit négocier avec le chum de son ex, de sa femme, pour la visite des enfants, etc. Ou c'est un repris de justice où il est violent. Puis c'est pas juste des films où l'ex-mari est littéralement violent. C'est d'autres films où est-ce que des films surnaturels, où est-ce que le mari se transforme en loup-garou et la famille a peur de lui, où est-ce qu'il y en a comme une multitude. Si vous regardez, vous mettez des lunettes de l'analyse politique et vous regardez les films, vous faites de l'herméneutique cinématographique, vous allez vous rendre compte que la figure du père est massivement attaquée par ceux qui créent la trame narrative en Occident. Okay? C'est toujours violent, raté, etc. Et regardez ce que dit Marie-Estelle Dupont là-dessus. Mais quand on casse la figure du père au nom de le patriarcat, c'est pas bien, en réalité, on crée un boulevard pour que l'État ait une mainmise sur l'éducation de l'enfant. Si le père, qui représente le surmoi, la loi, l'adaptation au monde extérieur, les... Oui, je l'ai expliqué à plusieurs reprises que le père représente le surmoi, c'est-à-dire le nom du père et le principe de réalité aussi. Règles sociales, parce que lui-même s'y soumet, etc. Et mis de côté et qu'on dit non mais on n'a pas besoin d'un père pour faire des enfants. Qui est en première ligne? Qui va être en danger? Qui est la figure qu'on va attaquer ensuite? La mère. Et aujourd'hui, ça y est, on a cassé le père, on a dit c'est bon, les femmes elles peuvent tout gérer, résultat les femmes se retrouvent avec une charge mentale délirante. Et donc forcément,
elles ont moins envie d'enfants, parce que quand on doit tout faire, être performante économiquement, éduquer les enfants, rester féminine, on s'en sort pas. Et une fois que la femme est vulnérable parce qu'elle est seule et qu'elle est isolée avec l'enfant, l'État, le marketing, la publicité, le monde extérieur a encore plus de prise sur la famille. Les murs de la famille, les murs du foyer, ils tombent en fait. Et c'est là qu'on se retrouve avec des enfants qui sont remis à l'État, littéralement. L'État peut les endoctriner. J'ai expliqué dans Endgame de quelle façon la prise de contrôle de l'État est essentielle pour les mondialistes parce que en contrôlant l'État, ils peuvent appliquer les mesures coercitives et mettre en branle toutes sortes de programmes d'éducation, rééducation, avec cette subvention des médias. Donc, tout ça se tient ensemble. Tu prends le contrôle de l'Église, tu prends le contrôle du Vatican, tu prends le contrôle de la famille et tu te retrouves... ils y sont arrivés, c'est-à-dire qu'on est rendu à ce niveau de putréfaction. Tu casses la figure du père, qui est le gardien de la limite et du principe de réalité, puis tu te retrouves avec un monde où les gens sont plus attachés au réel, hein, c'est-à-dire... on vit dans un monde virtuel où on pense, tu sais, c'est les gens qui disent qu'ils sont en fait des animaux, qu'ils sont en fait une fille alors qu'ils sont garçons, etc. Et en brisant la famille du père, tu prends le contrôle de la famille, des frontières, du genre, etc. Ça a été expliqué dans Endgame aussi. Et donc, et ils avaient réussi, et Trump est arrivé à ce moment-là, justement, au moment où ils allaient abattre leurs cartes, nous faire entrer dans un système de contrôle totalitaire et ont mis en échec leur plan et ça s'accélère de jour en jour.